Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine commence en beauté. Alors, aujourd'hui, nous aimerions parler de fiscalité en crypto. Pourquoi? Parce que c'est un sujet évidemment très important. Lorsque je vais sur les réseaux sociaux, eh bien, je vois de manière générale de tout. Je vois de la bonne information, de l'information qui est un petit peu incomplète et des mauvaises informations. Et c'est pour ça que j'ai fait affaire avec un expert dans le domaine, Mathieu Lafont. Alors, comment vas-tu, Mathieu? Je vais très bien. Merci beaucoup à toi, Quentin, de m'avoir invité sur ta chaîne pour répondre à tes questions. C'est un sujet dont on parle finalement assez peu, mais qui a son importance. Et voilà, on va essayer d'intéresser nos auditeurs ou nos spectateurs aujourd'hui en évitant d'être trop ennuyeux et en apportant des informations utiles. Oui, parce que c'est sûr, encore une fois, que la fiscalité, ce n'est pas un sujet les plus attrayants, surtout en crypto, mais c'est un sujet très, très important. Et l'information que tu vas nous donner, bien entendu, ça va être une information spécifique en France. Donc, c'est ça, parce qu'actuellement, je suis au Québec et c'est sûr que l'information que tu me donnes n'est pas par rapport à la situation québécoise, mais j'ai beaucoup de familles et d'amis qui sont en France et qui ont besoin justement de cette information. Donc, merci d'être là et de pouvoir répondre à nos questions. Avec Alors, plaisir. un premier, mais avant tout, dans le fond, tu pourrais nous donner un petit peu d'informations, donc te présenter et nous donner un petit peu un petit background. Bien sûr, alors je m'appelle Mathieu Lafont, donc je suis avocat inscrit au barreau de Paris. J'exerce donc à Paris en France, effectivement. Je vais parler de fiscalité exclusivement française, même s'il y a des aspects internationaux. Donc évidemment, j'ai pas de compétences en matière de fiscalité québécoise, belge ou suisse. Euh, voilà, j'ai un parcours universitaire plutôt orienté expertise comptable. Donc tout ce qui est chiffré, effectivement. M'intéresse d'une manière générale. Et puis finalement, les choses de la vie ont fait que m'intéressant beaucoup au droit, j'ai passé l'examen du barreau pour être avocat, qui était vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai exercé pendant 6 années dans un grand cabinet qui s'appelle CMS Francis Lefebvre, qui est un peu une référence en France en matière de fiscalité. Donc c'était une très très bonne formation. Et puis il y a 3 ans, je me suis installé avec mon frère. Donc on est à notre compte, cabinet familial, où on est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Voilà, aujourd'hui, je fais plein de choses dans la crypto que j'aurais peut-être pas fait aussi facilement ou de manière aussi souple à l'époque dans une grosse structure. Euh, donc voilà qui je suis et sur ma pratique professionnelle, donc fiscalité, aussi bien particulier qu'entreprise, Mhm. et sur deux types de dossiers, le conseil. Donc c'est-à-dire là, c'est vous faites une opération, une entreprise fait une opération et elle a besoin de savoir comment elle va être traitée fiscalement et comment faire les choses le plus intelligemment possible. Et puis les particuliers, non, ça c'était le conseil, pardon, et puis le contentieux. Donc pareil, pour entreprises et particuliers, le contentieux, c'est tout ce qui touche au contrôle et au contentieux fiscal. Donc lorsque l'administration vient un peu mettre son nez dans vos affaires et que vous avez besoin d'être défendu ou d'expliquer votre cas, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment mon activité. Et puis au sein de ça, il y a tous les sujets, tous les dossiers qui ont trait à la crypto-monnaie et aux actifs numériques de manière générale, qui me passionnent au plus haut point et qui aujourd'hui représente la majorité finalement de mon activité. Et ce sujet me passionne tellement que j'ai créé un site internet qui est dédié à ça, qui s'appelle fiscalité-d-cryptomonnaie au pluriel.com. Il y aura le lien, j'imagine, dans la description. Exact. Voilà, sur lequel je publie mes réflexions, sur lequel je m'autorise aussi à donner un peu mon avis sur comment devraient évoluer les choses, etc. Alors, c'est pas politique, évidemment, mais il y a un certain nombre de réflexions, qui soient techniques ou d'ordre plus général sur le sujet. Euh, donc voilà, et je suis ravi de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Ben oui, parce que même une première question ou explication, dans le fond, c'est que beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire la différence justement entre comptable, fiscaliste et tout ça. Donc, généralement, mettons qu'on parle pour monsieur et madame tout le monde, parce que généralement, monsieur et madame tout le monde sont le public cible de la chaîne YouTube, mais quand privilégier un des services, lequel des services, le service d'un fiscaliste, dans le fond, à quel moment
on doit se dire, bon, bah, OK, là, je pense que je suis mieux d'aller voir un fiscaliste plutôt que de traditionnellement aller vers un comptable. Tu as parlé de conseils, tu as parlé de contentieux, mais pour le français moyen ou l'investisseur en crypto moyen, quels sont les flags importants de se dire, il faut que je suis mieux d'aller voir un fiscaliste? Bien sûr. Alors, comme je l'ai un peu expliqué, le fiscaliste il peut intervenir à deux étapes. Hein, d'ailleurs, chronologiquement, ça va être comme ça. Ça va être tout d'abord au stade du conseil, c'est-à-dire, tiens, je m'interroge, je veux avoir des réponses, comment ça va se passer, comment je peux faire les choses au mieux, etc. Et puis le contentieux, donc c'est après, ça dégénère ou pas d'ailleurs, mais l'administration, en tout cas, s'intéresse et il vaut mieux être accompagné dans ce cadre-là. Alors, la différence avec le comptable, déjà, en France, par rapport à ce qui se pratique souvent en Amérique du Nord, enfin, à ma connaissance, c'est que beaucoup de particuliers ont recours à un comptable pour faire leur déclaration de revenus. En France, c'est pas vraiment le cas. Ou alors pour des situations patrimoniales ou de revenus qui sont un peu complexes et un peu importantes, mais en France, la plupart des gens font leur déclaration de manière autonome, finalement. Donc, le recours au comptable, il est très rare en France dans le cas de particuliers. Par contre, dès lors qu'il y a une entreprise, une société, une entreprise individuelle, etc., effectivement, le recours au comptable, en général, s'impose. Parce que c'est lui qui va tenir la comptabilité, déposer les liasses, etc. L'avocat fiscaliste, il intervient sur d'autres types de problématiques. Parce que tout d'abord, l'avocat est un juriste, ce que n'est pas le comptable ni même l'expert comptable. Donc, sur toutes les problématiques proprement juridiques, l'avocat sera évidemment le mieux placé pour répondre au stade du conseil. Et puis, au stade du contentieux, là, évidemment, enfin, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, mais évidemment, un comptable ou un expert comptable ne va pas gérer un contentieux fiscal en général. Donc, ça, c'est plutôt l'avocat qui le prendra en compte. Alors après, est-ce qu'il faut que chacun aille voir un avocat fiscaliste? La réponse est évidemment non. On va consulter un fiscaliste lorsque on est face à de vraies questions sans réponse, qu'on pressent qu'il y a un risque et que, évidemment, les enjeux le justifient. Très clairement, enfin, je vais parler franchement, si vous avez un portefeuille de crypto-monnaie qui est de 500 ou 2000 euros, même si vous faites les choses de manière approximative, ça ne justifie pas d'aller consulter un avocat pour des enjeux qui sont finalement assez modestes. Donc, il faut mettre en regard évidemment les enjeux, le montant du risque. En général, voilà, il n'y a pas de seuil, mais c'est quand ça devient relativement important que ça peut valoir la peine d'aller consulter un professionnel qui va déjà éventuellement identifier les risques, s'il y en a, voir comment les gérer, comment les réduire, qui va peut-être mettre en garde contre des choses qui seraient mal faites, et puis conseiller au mieux pour éviter d'éventuellement faire les choses bien mais en payant trop, c'est-à-dire voir comment je peux structurer les choses ou une opération pour que finalement ce soit fiscalement le moins coûteux possible. Alors même si optimisation fiscale aujourd'hui ça devient un petit peu un gros mot, en réalité il n'est pas interdit de faire les choses intelligemment. Donc on va voir le fiscaliste dans ce cas-là, et puis en cas de contentieux, là je le recommande très fortement, c'est si vous avez une demande de l'administration. Alors je m'adresse vraiment à un public crypto, hein, parce que bon, ça vaut pour tout le monde ce que je dis, mais là c'est particulièrement vrai dans le monde des crypto-monnaies. Si vous avez une demande d'information ou de justification de la part de l'administration fiscale, prenez les devants, consultez un fiscaliste. Alors, moi ou un autre, hein, évidemment, il y a plein de gens qui sont compétents. J'ai plein de confrères qui s'intéressent à ce sujet-là, même si sur le sujet très pointu de la crypto, on n'est pas non plus des dizaines. Mais vraiment, c'est dans votre intérêt de vous faire accompagner parce que ça vous évitera de faire des faux pas et puis surtout de bien connaître vos droits. Parce que en France, comme dans plein de pays, le contribuable a des droits face à l'administration et les connaître vous permettra de vous défendre au mieux. Oui, et puis souvent, c'est que on commence par 2000 euros, mais on sait qu'en crypto, ça peut aller très vite et le 2000 peut se transformer en 100 000, 1 million et ainsi de suite. Et donc, c'est souvent quand les gains sont si importants, si rapidement, que là, l'investisseur n'a pas nécessairement le réflexe de, bon, ben, OK, comment ça se passe de déclarer ses gains en France? Comment ça se passe un contrôle fiscal et tout ça? Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Et personnellement, je vous l'ai dit, j'ai été chercher le meilleur, donc n'hésitez pas à consulter le meilleur si vous avez ce genre de questionnements qui sont très importants parce qu'on sait que ça peut aller vite en crypto. On peut gagner vite, mais également, ce qu'on veut, c'est pas payer trop d'impôts, on veut payer justement assez d'impôts. Donc,
Pourquoi déclarer ses gains en France et comment ça se passe un contrôle fiscal chez vous? Alors, il y a deux questions quand on, il y a comment déclarer ses gains en France, enfin pourquoi les déclarer, et puis comment se Pourquoi? passe le contrôle fiscal. Hein, donc il y a bien deux questions. Oui, Tout d'abord, alors juste un petit disclaimer hein, comme ça en préambule, évidemment tout ce que je vais tenter d'expliquer ici de manière la plus claire possible sont des informations d'ordre général. Euh, voilà, je vous invite, si vous êtes concerné, encore une fois, à consulter un professionnel. Ça n'est pas un conseil fiscal à prendre forcément pour argent comptant, mhm, ce d'autant qu'on est dans une matière qui est relativement floue, avec beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'approximations. Et donc, voilà, c'est pourquoi je resterai dans des généralités et on ne peut pas prendre forcément tout pour argent comptant. Donc, ta question, c'était pourquoi est-ce important de déclarer ses revenus ou ses gains de crypto en France? exact. Alors, déjà parce que la loi le prévoit. À mes yeux, qui suis avocat, c'est évidemment déjà une bonne raison. Mhm, Bon, une fois que j'ai dit ça, bon, vous allez dire très bien, c'est la loi, mais non, plus sérieusement, en réalité, déjà, l'administration pourrait apprendre que vous avez des gains, vous avez un patrimoine de crypto-monnaie, même si il est vrai aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, tout ce qui est dans la DeFi, etc., c'est quand même très difficile d'accès et l'administration ne va pas tomber dessus par hasard. Donc aujourd'hui, déclarer ses cryptos, c'est important, enfin, de mon point de vue, hein, outre le fait d'être en règle, ce qui est toujours bien, c'est surtout important pour le jour où on va faire un cash-out. C'est-à-dire, mhm, si les affaires marchent bien, et évidemment on le souhaite à tout le monde, un beau jour, la personne va vouloir reprendre une partie de ses gains, tout ou partie, pour investir dans quelque chose, investir dans un bien, ou tout simplement se faire plaisir. Et donc là, on va être obligé de convertir finalement des actifs numériques en euros, le plus souvent. Alors même mhm. si aujourd'hui on peut payer en crypto à droite à gauche, mais d'une manière générale, on va avoir besoin d'euros ou de dollars ou de pounds ou de ce que vous voulez. Et c'est à ce stade-là que ça va coincer. C'est-à-dire qu'au moment où je rapatrie des monnaies fiat, je vais devoir passer par une banque le plus souvent. Et c'est là que déjà le banquier va demander de montrer patte blanche au plan fiscal en disant oh là là, mais qu'est-ce que c'est je voudrais être sûr que déjà tout a été bien déclaré, que tout est carré. Mhm. Et puis l'administration ensuite va l'apprendre. Donc c'est là où si vous n'avez pas déclaré depuis le début, vous vous dites ah bah oui, moi je veux bien payer l'impôt, mais par contre j'ai jamais rien déclaré. C'est là où il peut y avoir un petit couac Mhm. et on se retrouve un peu coincé. Donc plutôt que de se retrouver dans cette situation inconfortable, mieux vaut déclarer correctement depuis le début. Ce d'autant que bien souvent, ça ne coûte pas plus cher, entre guillemets. C'est-à-dire que on sait qu'en matière de compte d'actifs numériques, il y a une simple obligation déclarative, qui est simplement de dire, bah, voilà, je détiens un compte sur telle plateforme, etc. Donc ça, c'est facile à faire, ça ne coûte rien. Et puis déclarer ses gains, tous ses cash-out, bah, vous permettra d'être serein. Parce que il est assez certain, et du coup, j'enchaîne sur ta deuxième question, Ouais. Quentin, Mhm. concernant le contrôle fiscal. En fait, le contrôle fiscal, d'une manière générale, hein, encore une fois, de manière très générale, n'arrive pas vraiment par hasard. Il y a des éléments qui vont alerter l'administration. Euh, donc, typiquement, un cash-out un peu important peut, de plusieurs manières, déclencher une forme d'alerte, disons, au sein de l'administration, qui va être invité à regarder votre dossier plus en détail. Euh, et c'est là où le fait d'avoir déclaré avant est toujours Mhm. évidemment mieux. Sachant que, petite précision également, sur les plateformes centralisées qui ont une procédure KYC, donc Know Your Customer, etc., moi j'imagine très bien qu'il y aura bientôt un échange d'informations avec finalement l'administration fiscale française et les administrations d'autres pays d'ailleurs pourront assez facilement avoir accès à ce type d'informations. Donc, mieux vaut être carré depuis le début. Alors, le contrôle fiscal, comme je disais, il arrive en général pas par hasard. Mhm. C'est souvent un cash-out qui va être visible déjà au plan bancaire et qui va éveiller les soupçons. Alors, soit je ne le déclare pas et donc là, je me mets vraiment en risque. Évidemment, je ne peux pas conseiller de faire ça. Enfin, ça serait d'ailleurs une faute déontologique de ma part. Soit je le déclare et ça peut, enfin, et ça va là aussi éveiller l'attention de l'administration qui va être incitée à creuser pour voir un peu ce qu'il en est, surtout si par exemple je déclare
je ne sais pas, mettons 30 000 ou 50 000 euros de revenus par an depuis toujours, et puis du jour au lendemain, je déclare plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Là, il est évident que le dossier va clignoter un petit peu. Ouais, Bon. ce qui Alors, est comment normal. ça se passe? Voilà, ce qui est normal, et finalement, bon, voilà. Alors, et le savoir en amont, c'est toujours mieux parce que ça permet aussi de s'y préparer. Exact. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours avec beaucoup de mes clients qui ont un projet de cash out pour un réinvestissement derrière, etc. Et qui se préparent en disant, voilà, je suis quasiment certain que on va me poser des questions. Voilà, qu'est-ce que je vais devoir fournir? Comment je vais devoir répondre? Mhm. Est-ce que je suis sûr d'être à l'aise avec ça et de ne pas me faire coincer? Parfois, même en toute bonne foi, on a peur de faire des bêtises. Donc voilà. Donc comment ça se passe? En fait, en général, le contribuable reçoit une demande d'information ou une demande de justification. C'est un courrier qu'on reçoit en disant Mhm. voilà. Donc je vais prendre le cas le plus classique. Hein, c'est vous avez déclaré des gains d'actifs numériques pour un montant de temps. Nous voudrions avoir plus d'informations sur ces gains, donc l'origine de l'investissement, les plateformes, etc., etc. Et Mhm. donc là, vous êtes en position de devoir un peu justifier comment vous avez sorti, mettons, 500 000 euros de gains comme ça. Donc, il faudra fournir le montant des cash-in, donc des investissements sur telle plateforme, etc., etc. Moi, j'invite vraiment les contribuables à être très vigilants sur déjà le climat d'un rapport, d'un échange avec l'administration. Mhm. Voilà. Il faut toujours, si on peut, prendre les devants, répondre aimablement, évidemment, dire qu'on souhaite coopérer, qu'on va donner tous les éléments. Il faut absolument pas les prendre de haut. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de le faire, mais c'est un droit qu'a l'administration d'opérer un contrôle et de poser des questions. Donc, il faut y répondre de manière transparente. Euh, donc, il faut fournir ces éléments-là. Il faut pas fournir non plus qu'on demande, c'est pas la peine. Mhm. Hein. Il Mhm. faut répondre à la demande, mais c'est pas la peine non plus de se mettre complètement à nu comme ça du jour au lendemain. Et donc voilà. Et puis sur la base de cette réponse que vous allez faire, oui, tu avais une question, Oui, c'est Quentin? ça. Ben, et deux éléments, je pense, qui sont importants. C'est ce que tu dis, parce que souvent, les gens se disent, ah, ben, tu sais, ce sont des histoires où ce n'est jamais arrivé, mais tu te bases vraiment sur des faits pour donner ce genre de conseils-là. Parce que souvent, c'est ça, là, c'est que les gens, je pense que, et moi y compris, là, ça arrive qu'aux autres, ça ne m'arrivera pas ou ça va bien se passer quand ce sera à mon tour, là. Ce sont des choses que les gens se mettent en tête, mais on se base sur des faits pour vous donner ce genre Mm. d'informations-là. Et la deuxième chose, et ça, je veux savoir si c'est vrai dans le fond, est-ce que le conseil coûte moins cher que le contentieux, que de régler le contentieux? Alors, je vais te répondre à ça. Je vais terminer ce que j'étais en train d'expliquer Oui. et puis je répondrai à cette question-là ensuite. Donc, on répond à l'administration et l'administration ensuite va donc étudier cette réponse et puis elle peut être satisfaite en disant bon, très bien, voilà, moi j'ai une réponse sur la nature de ce gain, ça me va très bien, je classe. Si elle n'est pas d'accord, elle répond au contribuable en disant, bah voilà, enfin pas d'accord. Elle peut dire, bah, au vu de ce que vous me dites, par exemple, je considère que vous êtes plutôt un investisseur à titre habituel, donc je vous requalifie en professionnel, entre guillemets. Euh, et puis, suite à ça, vous avez le droit, enfin, le contribuable a le droit de répondre à ce qu'on appelle une proposition de rectification de l'administration. On répond avec des arguments, l'administration va à son tour répondre. Ensuite, on pourra éventuellement exercer un recours hiérarchique, c'est-à-dire on va demander à rencontrer le contrôleur ou le vérificateur accompagné de son supérieur hiérarchique, etc., etc. Il y a un certain nombre de recours en fait à exercer. Si ça ne va toujours pas, ensuite on enverra ce qu'on appelle une réclamation contentieuse, qui est le dernier acte que l'on fait avant de saisir un juge éventuellement. Cette réclamation, l'administration, bah, il donne droit ou pas, et si elle refuse notre position, bah, alors on pourra saisir le juge. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, on pourrait y passer clairement la soirée, parler de la procédure de contrôle fiscal, mais c'est pas l'objet. Juste deux, trois idées que je voudrais faire passer. La première, c'est que par rapport à ce que tu disais à l'instant, non, le but ici n'est pas de faire peur aux gens en disant ça n'arrive qu'aux autres, ça va mal se passer, c'est stressant. En réalité, non, encore une fois, l'administration a un droit de contrôle. Ça peut tout à fait très bien se passer. Donc, je ne veux pas faire peur aux gens. Il faut déjà que le contrôle arrive. Une fois qu'il arrive, il faut que l'administration ait l'idée, par exemple, de requalifier un contribuable en professionnel. Ce n'est pas forcément systématique.
Elle peut très bien se dire, OK, bon, bah voilà, il a déclaré ses opérations, il paye 30%, c'est la flat tax sur ses gains, très bien, et de ne pas aller plus loin. Et si elle va plus loin, bah, encore une fois, le contribuable a le droit de se défendre, il va présenter ses arguments. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie aussi avec un vérificateur fiscal. Il faut expliquer les choses. C'est des sujets qui sont complexes, qui sont techniques, qui ne sont pas toujours très bien maîtrisés. Donc, il faut pas le voir comme un exercice qui fait peur, mais comme l'occasion voilà, d'expliquer, de prendre le temps, de faire de la pédagogie. En général, on a des gens en face de nous qui sont prêts à écouter. C'est une généralité, c'est pas toujours le cas, mais d'une manière générale, voilà, il y a quand même une attention, il y a une écoute active de la part de l'administration. Donc ça, c'est très intéressant. Toujours dans l'idée aussi de ne pas faire peur aux gens, j'aimerais dire que certes, la matière est assez floue, c'est-à-dire que il y a plein de questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, mais tout simplement parce que nous n'avons pas de base légale. Il y a un défaut de texte aujourd'hui en France. Et si c'est flou, c'est pas toujours en défaveur du contribuable. Les gens ont tendance à s'imaginer, oh là là, mais il y a un flou, donc demain, l'administration va, je suis à la merci du premier inspecteur qui va me coller un adressement, etc. En réalité, non, l'administration doit motiver juridiquement d'un redressement fiscal qu'elle entendrait opérer. Et si elle n'a pas de texte pour le faire, elle se retrouve un peu démunie. Donc, ce flou dont tout le monde parle, moi, j'aime beaucoup dire qu'il est aussi en faveur du contribuable, dans le sens où le flou vous donne une marge de manœuvre pour présenter vos arguments, votre point de vue, pour soutenir la pertinence d'une analyse juridique. Alors que s'il y a un texte qui est absolument extrêmement clair, tout noir, tout blanc, vous tombez du mauvais côté, il n'y a pas de discussion possible, vous êtes cuit, entre guillemets. Voilà, donc ce flou peut être aussi une bonne chose de mon point de vue. Donc voilà, ça, il ne faut pas faire peur aux gens avec ça. Je voulais également faire un petit point sur le calendrier en fait, d'un contrôle fiscal et des sujets de prescription. En France, d'une manière générale, donc, outre les cas activité occulte, compte bancaire étranger pas déclaré, etc., la prescription est de 3 années. Autrement dit, l'administration a le droit d'opérer un redressement jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit celle du fait générateur de l'impôt. Donc, typiquement, dans le cadre d'un cash-out, par exemple, on va faire ce cash-out pendant une année civile L. On va le déclarer en avril, mai, juin, N+1. Les déclarations de revenus en France, c'est plutôt au printemps. Et puis, l'administration aura jusqu'au 31 décembre N+3 pour regarder le dossier et éventuellement dire j'opère un redressement fiscal, je vous requalifie, etc. Et l'expérience montre que d'une manière générale, l'administration en fait, ne fait quasiment jamais de contrôle immédiatement après la déclaration. Ça intervient toujours l'année d'après, voire l'année encore après, voire la 3e. Et puis ensuite, le contrôle fiscal. Alors, le contrôle fiscal, c'est un mot un peu générique parce qu'il y a plusieurs procédures de contrôle en réalité. Si on creusait, on verrait que c'est pas si simple, mais ça peut être un petit peu long, le temps d'exercer tous les recours, etc., etc. Le temps ensuite de saisir un juge, tribunal administratif, puis éventuellement une cour d'appel administrative, une cour administrative d'appel, excusez-moi, et puis enfin le Conseil d'État. Donc tout ça, si vous voulez, si on prend du recul, c'est entre le cash-out et une décision, mettons le Conseil d'État, il va se couler plus de 10 ans. C'est absolument considérable. Voilà, je fais ce petit point sur le calendrier parce que parfois les gens s'imaginent dès lors que j'ai déclaré mes revenus, si à la fin de l'année l'administration n'a pas bougé, c'est que je suis tranquille. En réalité, non, il y a 3 années et l'expérience montre qu'ils contrôlent plutôt juste avant l'expiration de la prescription qu'au tout début. Okay. Donc ça, c'était un petit point sur le calendrier. Et ta dernière question, Quentin, c'était sur le coût. Oui, c'est ça. Le coût, évidemment, oui, je ne vais pas dire le contraire. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Effectivement, si l'administration vous demande un rappel d'impôt qui s'élève à 300 €, bon, ça ne vaudra peut-être pas la peine d'aller consulter un avocat et de saisir de votre cas. Par contre, oui, bien sûr, après, c'est à l'avocat et au contribuable, le client, de trouver la bonne formule, je dirais, pour rémunérer l'avocat pour le service. Là, vous trouverez plein de choses. Il y a des avocats qui travaillent au taux horaire, toutes les heures qui passent sur un dossier sont facturées. Il y a des avocats qui travaillent au success fee, c'est-à-dire que
dès lors qu'il a une véritable valeur ajoutée mesurable, c'est-à-dire j'ai fait tomber tout un intéressement fiscal, je vous ai fait économiser tant, l'avocat peut dire moi je facturerai 10%, 12%, 15% de ce montant. Après, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend des enjeux, ça dépend de à quel point il y a le feu, quoi, c'est-à-dire l'étendue des dégâts, si c'est vraiment un miracle de sauver ça ou pas. On fait très souvent un mix des deux, parce qu'on ne peut pas faire que du success fee en France, ça serait contraire à notre déontologie, donc on est toujours obligé de faire un petit fixe puis un peu de success. Voilà, mais en tout cas, bien sûr, ça vaut le coup, et je dirais même, ça vaut le coup. Alors, sur des enjeux importants, de consulter l'avocat en amont. Ouais. Et puis, si en cas de contrôle, de consulter dès le début. Attendez pas de recevoir la note pour consulter l'avocat. Alors, ça fait un peu le gars qui vend son affaire quand j'explique ça, mais c'est vrai que plus le sujet est traité en amont, moins les dégâts sont importants d'une manière générale. Donc, voilà. Et puis, si on est sur des enjeux importants, oui, le coût d'un avocat, il est amorti, il n'y a pas de doute. Non, c'est ça. Et encore une fois, c'est un petit peu appeler les pompiers au début du feu va coûter moins cher que d'appeler les pompiers quand le feu a ravagé tout le quartier, puis que il faut ramener beaucoup plus de monde, là. Mais sachant ça, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas prendre le temps d'expliquer comment on fait pour calculer les gains dans plusieurs situations, parce qu'en crypto, il y en a des situations là. Il y a le NFT, le mining, dans les DeFi et tout ça. Fait que, dans le fond, si on va de manière générale, au niveau du trading, comment est-ce que les gens sont, quelle est la bonne information pour savoir combien les gens vont devoir payer d'impôts sur leur trading? Alors, sur le trading, c'est-à-dire l'achat-revente, hein, Exactement. je ne parle pas de Du day staking, revenu de trading. farming, etc. Voilà. Donc, sur de l'achat-revente d'actifs numériques, aujourd'hui, c'est presque le seul type de gain que l'on sait parfaitement traiter en fiscalité française, sans aléa et sans doute. Puisque ça a fait l'objet d'une loi, et il y a un texte aujourd'hui dans le Code général des impôts, qui est le 150 VH bis, qui prévoit pour les particuliers le mode d'imposition de ces gains-là, que ce soit sur la définition de l'assiette, c'est-à-dire combien je taxe, et sur le taux. Aujourd'hui, la flat tax de 30%. Pour les particuliers. Pour les gens qui font ça de manière habituelle, ou je dirais les professionnels, ou qui font ça dans des conditions analogues à des investisseurs professionnels, c'est un petit peu différent. Alors, je réponds très brièvement à ta question, parce que finalement, cette réponse, elle est facilement trouvable, puisqu'elle est bien connue, sans rentrer non plus dans le détail. En fait, aujourd'hui, selon cette loi, le portefeuille d'actifs numériques du contribuable et des membres de son foyer fiscal est considéré comme une masse globale, de laquelle je regarde le montant que j'ai investi au départ, la valeur qu'elle a, cette masse de tous mes actifs numériques, de tous les membres de mon foyer, et ce que j'en retire comme gain. Donc, je prends un exemple très simple. J'ai investi 1 000 euros. Mon portefeuille aujourd'hui est valorisé 10 000 euros. J'en retire 3 000 parce que j'ai envie de m'acheter un scooter. Voilà. Avec ces 3 informations-là, je sais déterminer le montant de la fiscalité. Tout ce qui s'est passé dans le portefeuille entre-temps, tant que ce sont restés des actifs numériques, c'est-à-dire j'ai échangé Bitcoin, Ether, Cardano, USDT, ce que vous voulez, tout ça est en fait transparent, on ne le regarde pas, ça n'a pas d'importance, c'est le régime qu'on appelle du sursis. Mais par contre, dès que vous revenez vers une monnaie fiat, euro, dollar, etc., là, il y a une fiscalité. Et l'idée de ce texte, c'est de regarder au moment où je fais un retrait, ou je fais un cash-out, quelle est la composition de mon portefeuille entre ce que j'ai investi au départ et les gains. OK. D'accord? Et donc, j'ai une quote-part dans mon portefeuille entre investissement de départ et gain. Et quand je retire des monnaies fiat, des euros, eh bien, je considère qu'il y a une partie de mon retrait qui correspond à une récupération de mon investissement de départ,
où je ne fais finalement que reprendre mes billes, donc ça n'est pas la nature de revenu, d'accord? Et l'autre partie, c'est du gain qui est, lui, taxable. OK. Voilà. Donc, ça, c'est assez facile à faire. Par contre, ce qu'il faut effectivement pour les investisseurs qui sont particuliers, c'est bien connaître le montant des cash-in, donc c'est-à-dire quel est le montant qu'ils ont investi au départ ou même au fil de l'eau. Connaître au jour de chacun des cash-out la valeur globale du portefeuille, tout actif numérique confondu, ce qui n'est pas forcément évident. Donc là, par exemple, moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent des trackers de portefeuille qui permettent en temps réel de savoir quelle est la valeur en dollars ou en euros, mais de tous leurs actifs numériques, quelle que soit la plateforme ou le protocole utilisé. Et puis de connaître voilà, exactement à chaque cash-out le montant que je vais retirer. Donc, c'est un peu complexe. Ça demande un suivi quand même assez lourd et peu pratique finalement. Donc, il y a des services en France qui proposent de faire ce travail-là pour vous un peu fastidieux. Il y en a deux qui me viennent en tête, c'est Waltio et Coconut, voilà, qui pour un prix tout à fait modéré, me semble-t-il. Enfin, j'ai pas du tout d'action chez Waltio ou Coconut, hein, mais je vois ce que me disent mes clients effectivement pour pas grand-chose, ben, ils automatisent tout ce traitement-là et vous restituent une information fiscale directement exploitable, ce qui fait que vous vous enlevez un peu le mal de tête à faire tous les calculs dans tous les sens. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà. Après, sur des sujets plus complexes, Quentin, sur par exemple les gains du staking, lending farming, etc., c'est un peu différent parce que là, pour le coup, nous n'avons pas vraiment de réponse. Tout ce que l'on sait, c'est que le minage, enfin, la doctrine traite du minage au sens fiscal, c'est-à-dire la rétribution que j'ai pour participer, enfin, pour rendre des services finalement à un réseau et le rendre fonctionnel, ce qui au départ était quand même le minage traditionnel proof of work. Mais aujourd'hui, moi, à mon sens, tout ce qui est proof of stake répond à la définition fiscale du minage et est taxé dans la catégorie des BNC. Donc là, ça veut dire pas de flat tax. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a plein de types de revenus. Les choses risquent aussi d'évoluer, vont évoluer en 2023. En particulier sur les investisseurs professionnels dont la définition change un tout petit peu. Donc voilà, je reste un peu général, mais volontairement, parce que sinon on pourrait vraiment y passer des heures. Mais d'une manière générale… C'est qu'il faut analyser vraiment la situation de chacun des particuliers pour les autres types d'investissements, NFT, staking, DeFi et tout ça, pour s'assurer d'avoir une meilleure réponse, là. Oui, voilà. Alors, le staking, pour moi, ce sera BNC. J'en suis quasiment certain. Ouais. Même si peut-être des gens penseront autrement, hein, pourquoi pas, mais c'est mon point de vue de juriste, disons, d'avocat. Et les NFT, bah là, c'est encore un nouveau monde parce que là, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités possibles. Alors, tout le monde est un peu, enfin, pas affolé, mais je veux dire, très, très à l'écoute et à l'attention de comment ça va évoluer parce que ça peut être très, très différent selon que je considère qu'un NFT est un actif numérique, une œuvre d'art, un bien meuble incorporel. Voilà, l'analyse juridique aujourd'hui est incertaine. La fiscalité qui en découle, par conséquent, l'est aussi. Donc, et puis, il n'y aura peut-être pas la même réponse pour tous les NFT. Hein, ça, c'est vrai aussi. Donc là, effectivement, oui, il vaudra mieux faire du cas par cas en attendant que l'on ait une réponse plus claire de la part du législateur ou du gouvernement. À ce moment-là, parce que là, on parle surtout de cas où investissement pour particulier, donc impôt pour particulier. Certaines questions où beaucoup de gens se disent, bon, ben, moi, en tant que particulier, est-ce que si je me pars en entreprise, est-ce que j'aurai est-ce que ce sera plus facile? Est-ce que je paierai moins d'impôts si je me pars une entreprise ou si je m'expatrie, par exemple? Donc, as-tu fait l'exercice ou as-tu des cas ou as-tu des conseils par rapport à ce genre de réflexion-là? Ben, c'est mieux de se partir une entreprise ou alors c'est mieux de s'expatrier, tout simplement. Alors, effectivement, j'ai parlé beaucoup des particuliers, mais dès lors qu'il y a des professionnels, c'est-à-dire soit des gens qui sont vraiment des professionnels de la crypto, du trading, ou des gens qui sont professionnels un peu sans le savoir, c'est-à-dire qu'à force d'en faire beaucoup sur des très grands montants, etc., bah,
ils prennent le risque, l'administration demain les regarde comme des professionnels alors qu'au départ, ils sont de simples particuliers. Alors, le régime d'imposition que j'ai décrit là juste avant n'est pas du tout adapté. Ces gens-là, déjà, ne bénéficieront pas du sursis, c'est-à-dire que tous les échanges crypto dégagent une plus ou moins value fiscale. Okay. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un trade, même stablecoin, etc., je dois calculer la plus ou moins value en euros et ça peut donner lieu à de l'impôt. Ensuite, donc ça, c'est déjà sur le mode de calcul de l'assiette imposable, donc de la base, c'est très différent et c'est beaucoup moins favorable que pour les particuliers. Okay. Et puis ensuite, il y a le taux d'imposition qui, là aussi, peut être beaucoup moins intéressant puisque les gains des professionnels ne peuvent pas bénéficier de la fameuse flat tax de 30%, qui est les 30%, en réalité, c'est la composante de deux choses. Hein. C'est de l'impôt sur le revenu à 12,8 et des prélèvements sociaux au taux de 17,2. La somme des deux fait 30. Pour un particulier, il paiera l'impôt sur le revenu au taux marginal, qui peut atteindre 45%, pour le seul impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2, ou les cotisations sociales si on considère qu'il exerce de manière vraiment professionnelle. Et on peut également rajouter la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les revenus, qui peut être de 3 voire 4%. Alors, celle-ci s'applique aussi aux particuliers qui bénéficient de la flat tax, quand on est sur des niveaux de revenus qui sont importants. Mais bon, effectivement, le professionnel peut voir ses gains taxés assez facilement à 65% et des brouettes s'il a des revenus importants. Et puis surtout, ce qui est très pénalisant, c'est que chaque trade dégageant une plus ou moins value, il n'a pas forcément le cash pour payer l'impôt. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver à avoir un impôt sur le revenu très élevé à payer en étant 100% crypto, ce qui veut dire qu'il va être obligé de convertir une partie de son portefeuille en euros pour pouvoir payer l'impôt. Donc ça, c'était la première chose. Pour ces gens-là, s'incorporer, comme tu le dis, c'est-à-dire se structurer en société, peut être intéressant. Peut être intéressant, il faut l'étudier au cas par cas. Dans ce cas-là, on va bénéficier d'une fiscalité, disons IS, donc impôt sur les sociétés, qui va être plus contenue qu'une fiscalité personnelle sur des revenus professionnels. Donc ça peut avoir du sens. Mais il faut regarder ensuite qu'est-ce que la personne va faire. Est-ce qu'elle se tire un revenu au titre du mandat social? Est-ce qu'elle se salarie? Est-ce qu'elle prend des dividendes? Voilà, là, il peut y avoir un certain nombre d'arbitrages à faire pour finalement un peu optimiser la fiscalité. Le principal intérêt, si vous voulez, de structurer en société, c'est d'éviter que la personne ait des revenus trop importants sur sa tête à elle, ce qui lui fait absolument grimper dans les tranches les plus élevées du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà. Quelqu'un qui gagne des centaines de milliers ou des millions par an grâce à son trading, mais qui n'en a pas besoin pour vivre au quotidien, peut avoir intérêt à structurer en société. La société va faire un petit peu, je dirais, bassin de rétention, va payer son IS, et lui va puiser dans la société sous une forme à définir, rémunération, dividendes, etc. Finalement, ce qu'il faut pour couvrir son train de vie de manière confortable, mais pas au-delà, de manière à ce qu'il évite de trop monter dans les tranches d'imposition. Voilà, ça peut être l'intérêt, sachant que la société, elle, n'aura pas non plus de sursis de paiement. C'est-à-dire que sur tous les trades, il faudra payer l'impôt, évidemment. Mais ça peut être une structuration tout à fait intelligente et adaptée dans certains cas. En aucun cas pour quelqu'un qui est un simple particulier. C'est-à-dire que si l'investisseur qui est particulier, qui n'a pas de risque d'être qualifié, ça n'a aucun intérêt, ça serait même pénalisant de se structurer en société. Après, pour des gens qui font beaucoup de revenus comme le staking, farming, etc., ça peut éventuellement être intéressant. Il faut regarder au cas par cas, j'ai des clients qui le font. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'était sur est-ce que c'est pertinent de s'incorporer, donc de structurer en société. L'expatriation, c'est un sujet très très à la mode qui revient un peu tout le temps. Et à raison d'ailleurs, parce que effectivement aujourd'hui, déjà la première des choses, c'est que en France, il n'y a pas d'exit tax sur les actifs numériques. L'exit tax, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dispositif qui permet à la France de taxer un candidat à l'expatriation sur ses plus-values latentes. Voilà. Typiquement, j'ai un portefeuille de valeurs mobilières avec des plus-values latentes très importants. Je pars parce que je considère que je vais être taxé moins de l'autre côté de la frontière.
bon, bah, normalement, je suis tenu de payer en France la part du gain qui a été accumulé, enfin, qui a été latent, je dirais, pendant la période pendant laquelle j'étais en France. Même si aujourd'hui, il y a un mécanisme de sursis qui fait qu'on on paye pas immédiatement, mais plus tard. Et enfin, voilà, je ne fais pas un cours sur l'exit tax, mais c'est ça l'idée de l'exit tax. Mhm. Aujourd'hui, l'exit tax existe sur les valeurs mobilières, donc sur les actions, etc., mais n'existe pas sur les actifs numériques. Ce Mhm. qui est, ce qui est un peu une bizarrerie finalement, parce que je peux avoir 10 millions d'euros de Bitcoin en ayant investi 3 fois rien il y a quelques années, et je peux partir sans qu'on me demande quoi que ce soit. Alors que si ça Mhm. avait été des actions, Apple ou Facebook, ce que vous voulez, ben, là, j'aurais des comptes à rendre vis-à-vis de l'exit tax. Donc, l'expatriation, effectivement, aujourd'hui, est une question qui revient souvent. Mhm. Et comme je le disais, comme il n'y a pas ce frein de l'exit tax, c'est déjà un bon point, je dirais, pour ce choix-là. Sachant que l'absence d'exit tax ne sera à mes yeux pas éternelle, hein. Il y a un jour ou Mhm. l'autre, effectivement, on va se réveiller et dire c'est pas normal. Et donc faire rentrer dans le champ d'application de l'exit tax les actifs numériques. Mhm. Ensuite, bon, il faut trouver le pays de destination. Il faut que ce soit un pays qui soit évidemment fiscalement favorable, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Non. Euh, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que déjà, l'expatriation, ça ne s'improvise pas. Et avec Mhm. l'expatriation fiscale, on ne fait pas semblant. Voilà. On peut pas, moi j'entends des gens dire oui, mais je vais louer un petit studio, et puis je vais y aller, etc. Je vais dire que je passe la moitié de l'année là-bas, etc. Et puis je serai résident fiscal. En réalité, non. En expatriation fiscale, enfin en résidence fiscale, on ne fait pas semblant. Si vous partez, il faut partir, je dirais, pour de bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de revenir en France, mais ça veut dire qu'il faut vous installer là-bas, etc. Il faut, si vous avez une famille, il faut qu'elle parte avec vous. Voilà, là encore, je ne fais pas un cours sur l'expatriation fiscale, mais sachez que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt à faire des gros changements dans sa vie personnelle parce que il ne faut pas faire semblant, il faut le faire pour de vrai. Mhm. Donc évidemment, il faut se faire accompagner quand on a un projet comme celui-ci. Euh, mais en tout cas, c'est possible. Moi, j'ai des clients qui l'ont fait, qui continuent de le faire, et pour qui c'était une bonne décision. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Et une remarque très importante qui est d'ailleurs qui vaut d'une manière générale en fiscalité pour moi, et je pense vraiment que c'est un bon conseil. Ne faites pas des choses pour des raisons exclusivement fiscales. Mhm. Voilà. Les gens ont parfois tellement horreur de payer des impôts et sont tellement allergiques à ça qu'ils seraient prêts à faire un peu tout et n'importe quoi pour payer moins. Euh, En réalité, non. Et c'est un fiscaliste qui vous parle, hein. Donc, c'est dire si ma conviction est forte. Mhm. Il faut faire des choses pour les bonnes raisons. Il faut que ça ait du sens au plan personnel, au plan financier, au plan patrimonial, euh, sur tous ces plans-là qui sont plus importants que la fiscalité. Et si par-dessus ça, on peut arriver à greffer une fiscalité qui est favorable, qui est Mhm. intéressante, alors là, c'est parfait, c'est presque la cerise sur le gâteau. Mais commencer par dire, oula, je paye trop d'impôts en France, où est-ce que je peux aller pour payer moins? Pour moi, on fait des choses un petit peu à l'envers. Je comprends, hein, le désir de partir pour payer moins, mais il faut que ça ait un sens par ailleurs. Il faut que vous dites, ce pays me plaît, euh, j'y, euh, j'ai peut-être des amis de la famille, le, le climat me plaît, enfin, j'ai plein de raisons d'y aller, etc., etc. Mais se dire, je vais aller dans le premier pays que je trouve qui est favorable à mon Ouais. crypto, évidemment, bah, ça n'a pas de sens. Et c'est valable pour l'exploitation, mais comme pour plein d'autres choses, d'une manière générale, hein, dans des projets de vie, c'est des décisions qui sont trop importantes à mes yeux pour être arbitrées à la seule lumière de la fiscalité. Hein, il Exactement. faut toujours faire des choses qui ont un sens pour vous et ensuite d'essayer de trouver la fiscalité qui est la mieux possible. Donc voilà. Donc, en réponse à la question sur l'expatriation, oui, ça peut être une très bonne chose de le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut le faire pour de vrai. Et surtout, faites-le si c'est un sens pour vous. Et ne le faites pas pour des raisons exclusivement fiscales. C'est un peu dommage. Non, puis ça revient vraiment à vraiment toute la logique justement de cette technologie-là, de la blockchain et tout ça. On n'adopte pas la blockchain parce que c'est le nouveau terme à la mode. Il faut justement regarder si ça fait du sens et intégrer justement la blockchain. Même chose justement comme tu l'as mentionné. L'idée, c'est de ne pas payer d'impôts, c'est de en payer quand c'est nécessaire et le montant qu'il faut. Pas en payer plus, pas en payer moins, ce qui fait du sens pour le cas, pour votre cas, pour votre situation. Ben,
Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été quand même une information assez complète sur toutes. Malheureusement, on n'a pas pu aller dans tous les cadres, mais où est-ce que les gens, encore une fois, peuvent te suivre et te contacter s'ils ont plus d'informations qu'ils veulent aller chercher, sachant que tout sera dans la description de la vidéo. Donc, à quel endroit ils peuvent entrer en contact avec toi? Alors, sur le site, tout simplement, www.fiscalité-d-cryptomonnaie au pluriel.com. Voilà, le lien, Quentin va le mettre en description. Il y a également le site du cabinet, lafrou-associé.com. Sur le site Fiscalité des crypto-monnaies, il y a le Telegram, il y a le Twitter, il y a un formulaire de contact, il y a une newsletter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à contacter via ce lien. Vous pouvez prendre rendez-vous également. Je vois l'heure qui a passé. En réalité, j'ai le sentiment d'avoir dit très très peu de choses parce il y a 10 fois plus à dire sur chacun de ces sujets-là. La vocation, évidemment, n'était pas de donner une réponse à toutes les questions, mais de Exactement. rester d'ordre général et puis peut-être tout simplement de familiariser les gens au sujet de la fiscalité, puisque parfois on a des clients qui ne savent même pas que les gains sont imposés et Oui. qu'il y a des impôts aussi. Donc voilà, être sensibilisé, ça peut être une bonne première étape, je dirais, en la matière. Mhm. Oui, et c'est justement pour ça qu'on fait cette émission-là. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera justement une émission sur la fiscalité parce qu'encore une fois, il y a toujours beaucoup de gens qui arrivent en crypto. Donc, de la faire assez régulièrement, ça permet justement d'avoir l'information et de pointer les gens dans la bonne direction. Et dans ce cas-là, ça va être vers toi, Mathieu Lafont. Donc, merci encore d'avoir assisté à l'émission. Merci pour toute l'information que tu nous as transmise. Et n'hésitez pas justement à suivre Mathieu sur tous les réseaux sociaux et sur les liens. Ce sera dans la description. Je vous laisse là-dessus. Merci encore et bonne fin de Merci journée à Quentin, tous. merci à vous. Salut. Au revoir.